Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir le docteur Isabelle Lebert, qui est neurologue et qui travaille à l'IM2A à la Salpêtrière. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Isabelle, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est les DLFT. Cela veut dire les dégénérescences lobaires frontotemporales. Je pense que beaucoup de nos auditrices et auditeurs auront besoin de vos lumières. Mais Isabelle, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je suis neurologue et j'ai une expertise en génétique. Je travaille à l'IM2A, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et puis, j'ai une activité de recherche parallèlement aussi sur la génétique des DLFT à l'Institut du cerveau à Paris, au sein de la Salpêtrière également. Merci pour cette présentation extrêmement concise. Qu'est-ce que c'est que les dégénérescences lobaires frontotemporales qu'on va appeler les DLFT durant ce premier épisode? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors en fait, les DLFT, effectivement, ou dégénérescences lobaires frontotemporales, sont un groupe de maladies qui affectent principalement les régions frontales et temporales du cerveau, donc les régions antérieures et latérales du cerveau. Ces maladies sont liées, comme toutes les maladies neurodégénératives, à l'accumulation d'une protéine anormale dans les cellules du cerveau, et en l'occurrence, dans le cadre des DLFT, il s'agit de la protéine TDP43. Ce terme, en fait, de DLFT regroupe plusieurs formes cliniques de la maladie. Tout d'abord, les DLFT comportementales, qui est de loin la forme clinique la plus fréquente, qui se manifestent par des troubles cognitifs et du comportement. De façon un peu plus rare, les patients peuvent commencer par des troubles langagiers. On parle alors d'aphasie primaire progressive. Et puis, il y a deux formes beaucoup plus rares qui commencent par un syndrome parkinsonien et qui, à ce syndrome parkinsonien, associe une atteinte des régions frontales et temporales, la paralysie supranucléaire progressive et le syndrome cortico-basal. Mais essentiellement, dans ce podcast, on parlera de la forme comportementale de DFT, puisque c'est de loin la plus fréquente. Il n'y a pas beaucoup d'études en fait épidémiologiques sur ce sujet, sur la fréquence de ces maladies en France, mais on peut estimer qu'il y a environ 10 à 20 000 patients en France qui sont atteints de DLFT ou DFT, selon qu'on considère la DFT comportementale, 10 000 patients, ou l'ensemble des pathologies DLFT, 20 000 patients environ. Donc ce sont des maladies rares, puisque la définition d'une maladie rare, c'est moins de 30 000 patients atteints d'une maladie en France. Quels sont les symptômes des DLFT? Alors les symptômes se manifestent de deux façons. D'une part, dans la forme comportementale, par des modifications du comportement et par des troubles cognitifs. Au premier plan des manifestations comportementales, on note que les patients sont apathiques, développent une apathie, ce qui peut souvent d'ailleurs faire errer le diagnostic au début de la maladie et diagnostiquer à tort une dépression. Un des autres symptômes comportementaux qui est fréquent dans cette maladie, c'est la désinhibition, qui peut être verbale ou comportementale, conduisant à une perte des convenances sociales. Et on observe aussi assez souvent une modification du comportement alimentaire, avec une impulsivité sur l'alimentation, ou une modification des préférences alimentaires, avec une appétence particulière pour le sucré, des patients qui vont consommer beaucoup de sucreries, ce qui n'était pas leur habitude avant. Et puis à ces modifications comportementales s'associent des troubles cognitifs qui sont liés à une atteinte des processus cognitifs sous-tendus par les régions frontales, ce qu'on appelle en fait les fonctions exécutives et qui sont en fait caractérisées par des troubles de l'attention, des difficultés de planification, d'organisation, de flexibilité mentale, difficultés de raisonnement, de jugement, etc. Donc ce ne sont pas des troubles de mémoire, ce sont des troubles cognitifs différents de ceux qu'on peut observer dans la maladie d'Alzheimer. Et puis finalement dans les formes langagières, on a un début par des troubles du langage, soit par des déficits de production du langage, avec des troubles dans la construction des phrases, une élision de mots, un agrammatisme, ou au contraire des troubles de compréhension du langage verbal. Mais très souvent, en fait, ces maladies, ces formes cliniques peuvent être intriquées et un patient qui a initialement des troubles du langage peut ensuite développer des troubles comportementaux ou vice-versa. Et finalement, la distinction entre les formes APP ou DFT comportementales n'est pas toujours aussi claire qu'on peut le penser. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces informations ô combien essentielles. Alors, comment on diagnostique les DLFT, s'il vous plaît? Alors, le premier élément du diagnostic, c'est l'interrogatoire du patient et de sa famille, de ses aidants, qui rapportent des modifications de comportement récentes ou des difficultés langagières survenant peu de temps avant la consultation.
Pour aller plus loin dans les investigations, on pratique un bilan des fonctions cognitives, des tests neuropsychologiques, essentiellement des tests qui sont centrés sur les fonctions frontales, donc les fonctions exécutives dont on a expliqué la nature, mais également on teste bien sûr la mémoire et puis plus largement le langage avec un bilan orthophonique. Le deuxième point sur lequel s'appuie le diagnostic, c'est l'imagerie. Donc l'imagerie structurelle avec l'IRM cérébral ou l'imagerie fonctionnelle avec le TEP, et on utilise souvent le TEP-FDG qui permet de visualiser les régions du cerveau qui ne fonctionnent pas bien dans des maladies. Alors on a souvent aussi recours à l'examen, à l'évaluation des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer dans le liquide céphalorachidien, non pas pour porter le diagnostic de la maladie, mais surtout pour exclure une forme atypique de maladie d'Alzheimer. Enfin, on peut proposer une consultation et éventuellement des prélèvements génétiques aux patients qui ont une histoire familiale. Quels sont les points communs et les différences avec la maladie d'Alzheimer ? Vous avez évoqué certaines choses, mais est-ce que vous pouvez rentrer un tout petit peu plus dans le détail, s'il vous plaît ? Les DLFT, comme la maladie d'Alzheimer, sont des maladies neuroévolutives cognitives, et c'est pour ça qu'on parle pour les DLFT de maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer. Mais dans la réalité, pour les neurologues experts ou les médecins experts, ce sont des maladies très différentes sur plusieurs points. D'une part, en termes de fréquence, puisque, on l'a dit, les DLFT, c'est environ 10 à 20 000 patients en France, alors que la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt 900 000 patients en France. Donc les DLFT sont beaucoup plus rares. D'autre part, en termes de symptômes, puisque les DLFT se manifestent par des modifications comportementales ou des déficits langagiers, il n'y a pas de trouble de mémoire, contrairement à la forme classique de la maladie d'Alzheimer. En termes de lésions, puisque dans la DLFT, on observe des lésions liées à l'agrégation de la protéine TDP43 et l'absence de lésions de maladie d'Alzheimer qui sont constituées dans la maladie d'Alzheimer par des plaques amyloïdes, plaques séniles, et par des dégénérescences neurofibrillaires qui ne sont pas présentes chez les patients qui ont une DLFT. Enfin, la topographie des lésions est différente puisque dans la maladie d'Alzheimer, les lésions touchent surtout les structures de la mémoire, alors que dans la DLFT, les lésions touchent le cortex frontal et le cortex temporal, donc les régions antérieures et latérales du cerveau. Isabelle, il y a une autre différence avec la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge des patients. En effet, les patients qui ont une DLFT commencent la maladie beaucoup plus précocement que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, en moyenne aux alentours de 60-65 ans, ce qui constitue aussi un facteur de difficulté dans leur prise en charge, puisque c'est des patients qui parfois sont encore en activité professionnelle, leurs conjoints également, qui ont parfois des enfants à charge ou en cours d'études, donc la situation est différente de celle des patients atteints de maladie d'Alzheimer qui ont une maladie plus âgée. Quelles sont les causes et les facteurs de risque, s'il vous plaît ? Au jour d'aujourd'hui, on connaît très mal les causes de dégénérescence lobaire frontotemporale. Globalement, on sait que 30% des patients environ ont une cause génétique et généralement, c'est le cas quand il y a une histoire familiale de la maladie, c'est-à-dire que des apparentés, parents, frères et sœurs, ont eux-mêmes une dégénérescence lobaire frontotemporale. Dans les autres cas, les causes de ces maladies ne sont au jour d'aujourd'hui pas connues. Il s'agit probablement de causes multifactorielles, c'est-à-dire qui associent des facteurs de risque de nature génétique, environnementale, toxique, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, ce domaine de connaissance est largement incomplet et on n'est pas à même d'informer les patients sur la cause de la maladie quand elle n'est pas génétique. Alors comment on prend justement les patients en charge et quels sont leurs traitements ? Alors au niveau des traitements, il n'y a au jour d'aujourd'hui pas de traitement curatif, malheureusement, même s'il y a des recherches qui avancent dans ce domaine et qui sont prometteuses. Par contre, évidemment, on peut améliorer les symptômes, en particulier quand il y a de l'agitation, une désinhibition importante, avec différentes molécules qu'on utilise dans d'autres pathologies, mais qui peuvent permettre d'amoindrir certains symptômes de la maladie. Je pense en particulier aux traitements antidépresseurs, par exemple. Ce ne sont des traitements que symptomatique, mais malgré tout, ça peut aider dans la prise en charge des patients. L'essentiel de la prise en charge repose aussi sur la stimulation cognitive et les aides sociales qu'on peut apporter, humaines et sociales. Alors, stimulation cognitive par le biais de séances d'orthophonie ou par le biais de prise en charge en centre d'accueil de jour mémoire, par exemple. Et puis, aide humaine par le biais d'équipes qui se déplacent à domicile, comme les équipes ESA, ou éventuellement d'auxiliaires de vie à domicile, d'infirmières à domicile, etc. Mais la prise en charge, elle doit aussi s'adresser à l'aidant, parce que dans ces maladies-là, le fardeau de l'aidant, c'est-à-dire le retentissement à la fois psychologique, financier, au niveau professionnel de la famille et de l'aidant principal, est important, il est même
plus important que dans d'autres maladies neurodégénératives et en particulier plus important que dans la maladie d'Alzheimer. Donc il est important aussi de soutenir les aidants par des consultations, des suivis psychologiques, mais également par le biais de suivis dans le cadre d'associations de patients, dans le cadre de groupes d'aidants et de psychoéducation, d'éducation pour la santé, etc. Merci beaucoup Isabelle, parce que je découvre les DLFT comme certainement beaucoup d'auditrices et auditeurs. Vous le disiez, c'est une maladie rare, jusqu'à 20 000 personnes atteintes. Pour les aidants, j'imagine que c'est l'enfer sur Terre, il n'y a pas d'autre terme. On ne sait pas réellement comment encore traiter tous ces patients. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à leur donner, au-delà évidemment de parler, parce que je crois que la parole libère et j'en suis même intimement convaincu. Alors oui, le premier conseil, c'est de se faire expliquer la maladie et les symptômes et d'apprendre à comprendre les symptômes et les gérer. Ça, c'est important parce qu'un patient qui est apathique n'est pas de mauvaise volonté, mais c'est des symptômes de la maladie et c'est important que l'entourage familial le comprenne et comprenne la nature finalement de ces symptômes. C'est important aussi que les aidants sachent et trouvent où se faire aider. Des aides telles qu'une prise en charge psychologique, de la sophrologie. Ce type d'aide peut être très précieux pour aider à gérer le stress que constitue le fait d'être un aidant d'un patient qui est atteint de DLFT. Il faut avoir recours aux associations de patients, ça c'est important, et il faut savoir aussi conserver du temps pour soi, parce que s'occuper d'un patient, c'est consacrer beaucoup de temps à s'occuper du patient, mais malgré tout, il faut que les aidants puissent aussi conserver un temps pour eux qui leur permet de faire durer leur aide auprès de l'aidant, et en particulier en ayant recours à des personnes qui peuvent venir aider à la maison, à des structures de répit ou à toutes les structures qu'on connaît aussi et qui peuvent être sollicitées aussi pour les patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup à vous Isabelle, parce que je pense que beaucoup de gens n'avaient aucune idée des DLFT, des dégénérescences lobaires frontotemporales. On a appris énormément, il faut pas nécessairement en avoir peur, mais il faut se faire accompagner lorsqu'on est évidemment un patient, mais quand on est également un aidant. Donc je vous remercie d'avoir mis ce coup de projecteur sur cette maladie rare, parce que je le rappelle, il y a que 20 000 personnes environ en France qui sont atteintes de DLFT. Merci à vous Isabelle. Merci beaucoup à vous aussi. Et chers auditrices et auditeurs, si vous avez envie de mettre Alzheimer KO, les DLFT ainsi que toutes les maladies apparentées, il suffit d'envoyer DON, D-O-N, par SMS au 92 922. Ce sont 5 € qui vont à la recherche. Je le rappelle, il n'y a aucun petit don, donc allez-y, allez-y, allez-y. Chère Isabelle, avant de nous quitter, je vous propose, si vous le voulez bien, de revenir pour un nouvel épisode où nous allons parler de la recherche sur les DLFT, les dégénérescences lobaires frontotemporales. Vous êtes OK ? Bien volontiers, parce que dans ce domaine, la recherche avance rapidement. Merci à vous Isabelle, et à très très vite pour un nouvel épisode du Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer.